Je ne chanterai pas la fameuse chanson « Promenons-nous dans les bois », mais vous avez compris que la thématique est là. C'était uniquement pour vous dire, et je suis très heureuse de vous retrouver d'ailleurs cette année, pour vous parler de la peur qui doit quand même être un petit peu définie. J'ai entendu des choses hier très intéressantes, vous en doutez, et il est, je crois, intéressant aussi de rappeler une chose, c'est que la peur, c'est aussi quelque chose qui est en direction d'un objet bien identifié. On dit qu'on a peur des araignées, on a peur de la foule, on a peur de choses bien ciblées, alors que l'angoisse, c'est quelque chose de plus diffus qui nous envahit, généralement le soir quand nous sommes seuls, et cela a pour vocation de bien gâcher notre nuit, et nous entrons à ce moment-là dans ce qu'appelait Sioran l'insomnie, des moments particuliers dans lesquels on entend craquer notre corps de tout bois. Tout ça pour vous dire que finalement, l'homme a toujours été dans la question, d'abord parce qu'il a été jeté dans un monde initialement qu'il ne comprenait pas, et comme il ne comprenait pas ce monde, bien évidemment, il a dû y projeter des significations. La foudre n'était pas la foudre était la colère d'un dieu. Il fallait donc inventer toute une mythologie pour expliquer les phénomènes d'une cosmologie. La cosmologie, vous l'avez compris, qui renvoie à ce monde, mais aussi à cet univers, parce que je crois qu'une des peurs ancestrales que nous véhiculons à travers le temps, c'est quand même la peur, non pas de la fin des temps, mais de la fin du monde. Je dis cela parce que bien souvent, c'est une peur que l'on occulte ou que l'on oublie, mais bien souvent aussi, elle revient, puisqu'on nous parle de calendrier Maya qui annonce la fin du monde, Nostradamus ou bien d'autres. Et c'est vrai que les hommes se trouvent souvent dans la disposition de la crainte absolue du néant. Même Tintin, dans une de ses aventures, rappelez-vous, avait eu peur, dans l'étoile mystérieuse, que la fin du monde n'arrive. Tout ça pour dire que la fin du monde nous pousserait dans le néant, et pour l'homme, c'est très compliqué. C'est pour ça que lorsqu'il a inventé des dieux ou lorsqu'il a divinisé la nature, dans son esprit, il avait peut-être à l'idée quelque chose d'assez intéressant à mon sens, c'était de projeter dans un au-delà la possibilité de vivre encore. Sans vouloir faire de l'ironie, il faut quand même bien se dire que les hommes préféraient un arrière-monde où Dieu aurait pu nous punir et même nous envoyer en enfer, c'est-à-dire la rôtissoire à laquelle nous serions condamnés à cuire aux enfers, piqués par la fourche du diable, pour savoir si la viande est cuite. Tout ça pour vous dire que nous préférions l'enfer à la fin des fins, c'est-à-dire la mort définitive. L'homme redoute donc le néant. Autre chose aussi, il est bien évident que s'il y a de la science qui essaie de comprendre le monde, de l'investir, on a bien saisi qu'à l'origine, on a posé des éléments à l'origine du grand tout. L'air, l'eau pour Thalès, le feu, l'apeiron. L'apeiron, c'est l'indéfini, l'indéfinissable, c'est-à-dire quelque chose de compliqué, quelque chose qui laisse place peut-être à du surnaturel ou une possible spiritualité. Mais entre ce moment où on a voulu poser une origine du monde, parce que le d'où venons-nous était important, renvoyer surtout à la question du où allons-nous, parce qu'effectivement, si Dieu existe, je me rappelle une phrase de Leibniz qui disait « Je commence en philosophe et je termine en théologien, je suis bien rassuré de pouvoir sauver mon âme ». Mais pour revenir à quelque chose de plus terre-à-terre, entre ce moment de l'origine, Titoon, qu'est-ce que l'être, pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien? Parce que nous sommes là. Et le moment particulier où nous n'y serons plus, nous serons morts. Qu'est-ce qui nous fait peur? La mort en elle-même, on l'a dit hier, quand on n'est pas dans le phénomène, après tout, ce n'est pas intéressant. Tant que je suis vivante, je suis pleine attention à ma vie. Quand je ne serai plus, eh bien, effectivement, je serai morte. Mais en attendant, ce qui me fait peur, c'est l'agonie. L'agone, la dernière lutte. Peut-être l'idée que la maladie pourra m'emporter, me laissant ainsi à la précarité, c'est-à-dire à la finitude et à l'effritement de mon corps. Entre les deux, bien sûr, on a pensé qu'il y avait le politique. L'affaire du politique est très intéressante et elle véhicule aussi ses peurs. Rappelez-vous Hobbes qui disait que finalement, les hommes étaient égaux dans leurs souhaits, c'est-à-dire qu'ils ont tous envie de posséder des richesses, ils recherchent tous une forme de gloire ou peut-être un statut social particulier. Il est évident qu'entre deux situations, nous préférons la meilleure, parce qu'elle nous permet de vivre mieux. Mais cette égalité de fait dans l'état de nature se dégradera en état de guerre de tous contre tous. Et à ce moment-là, le souverain devra être instauré par le contrat lorsque je délèguerai ma force, mon droit, ma violence à la totalité pour que le souverain puisse exister. Le pouvoir,
Parlons-en du pouvoir. Pourquoi fait-il peur? Parce que déjà le pouvoir en lui-même a peur de son effritement et de son effondrement. La combinatoire actuelle qui consiste à dire que l'Europe est une superposition de citoyenneté, quand on sait que Kant nous rappelait également qu'il y avait une citoyenneté du monde, donc il faut penser au monde également, eh bien cela sous-entend qu'il faut à un moment donné considérer la totalité dans laquelle nous avons à vivre, citoyens participatifs et en même temps citoyens d'un monde qui parfois se complexifie, notamment lorsqu'avec l'Europe, les lignes ne sont pas très claires, les horizons du droit non plus, et la politique en elle-même nous fait peur parce qu'on a l'impression parfois que les souverainetés qui sont normalement égales dans une espèce de multilevel européen sont les unes à côté des autres peut-être, mais quand même il y a des influences des unes sur les autres, et nous avons souvent l'impression que l'Europe nous place face à une entité politique que nous ne comprenons pas bien. Il y a des arcanes, bien entendu, on a compris des parlements, des commissions européennes, etc. Mais ça semble décidé pour nous, et parfois tout ça, ça nous laisse dans l'embarras. Nous avons peur d'un monde qui, finalement, pourrait s'effriter par le délitement du politique. La science, la technique aussi. Elle était pleine de promesses, cette technique, puisqu'elle permettait, nous disait notre ami Descartes, de nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Formidable, me direz-vous, mais en même temps, cette technique, comme disait Heidegger, est dangereuse parce qu'à un moment donné, l'homme s'aliène à la technique. Et comme il s'aliène à la technique, aujourd'hui, il a l'impression que si on allume la voiture, si on veut démarrer une voiture et que ça ne démarre pas, on est dans l'embarras. S'il n'y a plus d'électricité, on ne sait plus vivre et on s'égare vite dans des petites choses qui finalement font peur. La peur de ne plus exister, la peur de ne plus avoir de possibilités par le biais de la technique. Mais en même temps, ce pouvoir qui pourrait nous rendre maîtres et possesseurs de la nature nous amène à un deuxième degré qui a été suggéré hier, le transhumain. Qu'est-ce que ce transhumain? C'est la médecine d'aujourd'hui, c'est même pas demain, nous y sommes déjà. C'est une médecine qui consiste à dire que si demain mon cerveau s'arrêtait, peut-être qu'une puce pourrait mettre en mémoire la totalité de mon existence, on grefferait cette puce immédiatement sur mon cerveau et comme mon corps resterait le même, je pourrais continuer ma vie, mais seulement je serais mi-homme, mi-machine. Et cette technique-là, même si aujourd'hui elle nous fait peur, parce que ça veut dire que la médecine de demain, qui est déjà quasiment prête aujourd'hui, est une médecine qui nous place face à une éternité. Nous sommes dans le désir d'éternité et pourtant, la petite maladie peut quand même nous tuer. Le petit virus, Ebola, Sida, SRAS, peut nous anéantir et effectivement, cette éternité peut en permanence être remise en question. L'éthique aussi. On devrait réfléchir à l'évolution de la science et la manière dont nous vivons à crédit dans le monde. Mais cette réflexion, elle est toujours bonne quand on n'a rien. J'ai envie de vous dire que si le choix se présente maintenant et qu'on me dit on vous met tout sur une puce, ça ne changera rien pour vous, vous n'en aurez pas conscience. Mais vous pouvez continuer à vivre, peut-être que je choisirai cette option. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'il faut évoquer aujourd'hui, le monde de l'invisible. Le monde de l'invisible qui fait très peur finalement. D'abord, il y a les réseaux. Les réseaux, on parle de réseaux sociaux, mais il y a tous ces réseaux qui sont influents, et nous le savons, et qui peuvent changer le cours des choses. Ensuite, parce que l'homme, finalement, s'interroge en permanence, et vous savez que tant que nous avons des explications, et Internet a contribué à ce que nous ayons beaucoup d'informations, les médias qui multiplient en permanence. Vous voyez BFM, vous avez une information à l'écran, une autre qu'il faut lire. Il ne faut pas s'embrouiller l'esprit, d'ailleurs, il faut être vigilant. Quelque part, au bout d'un moment, nous sommes des éponges qui assimilons tout ça, cette information à outrance, une information qui diabolise parfois, une intervention des médias qui fait peur, et puis aussi cette puissance de l'invisible. L'invisible, c'est l'opacité. C'est le fait que dans le monde, on est des citoyens de verre. On a bien l'impression que tout ce que nous faisons sur Facebook, sur Google est pisté. Nous avons l'impression que dans la rue, partout, nous sommes filmés. Et pourtant, il y a encore de la violence. Et pourtant, il y a encore des phénomènes de masse qui nous impressionnent. Et pourtant, le monde, alors que nous avions de la technique, est encore sujet à des tsunamis. Le monde nous remet en péril en permanence et nous avons également peur que tout puisse s'arrêter. En bref, il y a une sorte d'opacité du monde. Une opacité parce que finalement, on se rend compte que le monde a changé et que nous sommes déjà dans une sorte de situation romaine du sexe et des jeux parce que nous sommes en quelque sorte les spectateurs passifs de la dégradation.
Passif parce que l'homme, quelque part, peut-être pourrait réfléchir ses peurs et les éviter en s'investissant davantage. Peut-être parce que nous sommes dans un monde de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion. Nous sommes dans le monde de la caverne de Platon. Et puis en même temps, il faudrait s'extraire de tout ça pour essayer d'éviter de remplacer tout ce qui est opaque ou tout ce qui ne nous semble pas forcément transparent par du fantasme dans lequel nous générons aussi parfois nos propres peurs. Tout ça pour vous dire finalement que la Terre est un grand village, qu'aujourd'hui nous sommes à la conquête de l'espace, nous avons envoyé quelques petits satellites, j'attends qu'un de ces quatre, un extraterrestre à l'autre bout, nous fasse signe à la lorgnette, ou peut-être nous tourne le dos en disant qu'il n'a peut-être pas envie de nous voir. En fait, nous sommes dans du local parce que nous vivons chacun dans nos petits quartiers ou nos petits villages, mais en même temps nous sommes dans le glocal, les économistes connaissent bien, parce que par Internet nous sommes reliés au monde entier en permanence. Information, peur de l'effondrement du politique, peur de l'intégrisme montant parfois, peur de l'autre quand il se présente à nous et qu'il est différent et que nous ne sommes pas prêts à l'accueillir, peur aussi de ce que nous pouvons dire ou faire dans une France où finalement notre liberté de parole est souvent, on va dire, mise en porte-à-faux. Les peurs sont nombreuses, elles sont identifiées et en même temps, face à la montée en puissance du terrorisme, face à cette, information qui désinforme, etc., le philosophe ne peut dire qu'une chose. La solution, c'est de reprendre possession de soi, se remettre à distance. Peut-être, effectivement, nous aimons avoir peur et nous aimons nous faire peur. Les films d'horreur en sont peut-être l'exacte représentation. Il nous faut donc, en quelque sorte, reprendre possession de notre pensée, apprendre à réfléchir, nous mettre à distance et peut-être ainsi conjurer ce qui, quelque part, pourrait nous faire peur. Merci à vous.